Bonjour tout le monde, très heureux d'être ici et merci au comité, Marie-Pierre, René et tous les gens du comité justement de m'avoir invité, de me permettre d'être ici, de présenter un peu ma vision en fait de la porcherie du futur. Donc quand je dis vision, c'est vraiment de présenter un ensemble en fait c'est un peu basé sur des lectures de la littérature récente, qui traitent de plusieurs concepts qui font généralement consensus et qui sont à mettre en œuvre au cours des prochaines années, disons à l'horizon 2050. Donc, je vais surtout m'attarder à des systèmes qui ont un impact sur l'aménagement du bâtiment, notamment système de logement, système de ventilation, système de gestion des déjections. Je n'irai pas nécessairement dans les détails au niveau des équipements. On a d'ailleurs une conférence cet après-midi de la part de mon collègue CDPQ là-dessus. Je ne m'attarderai pas non plus très à l'alimentation, donc je vais vraiment me concentrer au niveau de l'enveloppe de bâtiment en général. Donc, voici ce qui met un peu la table pour la suite. Donc, au fil des ans et pour différentes raisons, la production porcine a évolué de telle sorte qu'elle est devenue l'un des systèmes d'élevage les plus efficaces. Donc, on est passé d'un porc de subsistance, donc pour nourrir une seule famille, à ce qu'on connaît aujourd'hui avec des élevages très intensifs qui ont à répondre à des standards très élevés en matière de bien-être animal et même d'environnement. Puis tout ça a été rendu possible généralement pour deux raisons. Pour la première, une standardisation et éventuellement une automatisation des méthodes de pratique au niveau de la production et également une consolidation des élevages. Donc, on le voit ici, consolidation des élevages qui fait en sorte qu'on a de moins en moins de fermes porcines au Québec, mais celles qui restent sont de plus en plus grosses. Donc, je vous donne simplement l'exemple de la maternité sur laquelle je suis né. Donc, en 2001, on avait agrandi la partie lactation, donc pour passer de 235 à 300 truies. Donc, comparé à ce qui se fait aujourd'hui avec les nouvelles maternités de près de 2400 truies, disons qu'à l'époque, on se rapprochait de la moyenne. Aujourd'hui, on serait complètement dépassé. Donc, cette augmentation de l'efficacité nous permet aujourd'hui, même au niveau international, la production porcine, de pouvoir répondre éventuellement à une demande de plus en plus croissante en viande de porc. Donc, on parle d'une augmentation d'à peu près 9 % pour la décennie en cours. Donc, on est relativement bien positionné. Sauf que ces chiffres-là ne font pas nécessairement le plaisir des climatologues qui, depuis plusieurs années, nous disent qu'on devrait effectuer une transition de nos diètes vers des diètes beaucoup moins énergivores, beaucoup moins intensives en ressources. À mon sens, porter un jugement sur l'élevage sur le seul plan du réchauffement climatique ou des GS, c'est de se limiter dans notre analyse de l'élevage, parce que c'est bien plus que ça, puis la FAO l'a bien démontré. L'élevage, ça occupe le territoire, notamment au niveau rural. Ça permet de valoriser certaines terres marginales. Ça permet de produire des fertilisants organiques qui vont servir ensuite à la production végétale. Ça donne des emplois, surtout dans la ruralité. Puis ultimement, la viande, c'est quand même les produits d'origine animale sont surtout une protéine qui est très en vogue, donc pour contrer la malnutrition dans les pays en voie de développement. Puis à mon sens également, l'élevage, c'est généralement la mauvaise cible à pointer du doigt. Lorsqu'on regarde les bilans de GS, notamment dans les pays industrialisés comme le Québec, l'élevage et l'agriculture en général, c'est de 5 à 10 % des gaz à effet de serre. L'éléphant dans la pièce, celui dont on commence à parler, mais qui est souvent un peu tue à mots couverts, donc ce sont les combustibles fossiles via le transport, via l'industrie, qui représentent généralement près de 3/4 des GS. Donc, je ne suis pas en train de dire que l'élevage ne fait pas partie du problème. On a quand même certaines parties des émissions. Par contre, l'élevage et l'agriculture en général font partie aussi de la solution, car on est l'un des seuls domaines qui permettrait soit de séquestrer du carbone ou d'avoir même un effet refroidissant en limitant nos émissions de méthane. Donc, en ayant ça en tête, évidemment, vous avez sans doute vu plusieurs publications de ce type-là au fil des dernières années, ce qui fait en sorte qu'il y a quand même une nouvelle gamme de consommateurs qui, pour eux, regardent l'élevage, scrutent à la loupe vos pratiques, puis se disent il est peut-être possible de faire mieux. Donc, en ce sens-là, pour cette nouvelle gamme de consommateurs, d'être super efficace et de produire un porc à bon prix, c'est plus suffisant. La protéine qu'ils vont mettre dans leur assiette va maintenant nécessiter de répondre à certaines valeurs éthiques beaucoup plus larges. Puis comme on l'a vu dans la diapositive précédente, donc en matière de bien-être animal, de santé et également d'environnement. Puis en tant qu'industrie, on va faire un peu comme ce commerçant peut essayer d'être imaginatif et le plus innovant possible pour être capable de continuer de vendre notre produit aux consommateurs.
Donc, ça me mène à vous dire qu'en termes de bâtiment, comment ça va se traduire? Bien, c'est principalement, puis la recherche semble pointer dans cette direction-là, c'est d'intégrer le plus possible un concept de naturalité, donc qui va nous amener vers des bâtiments beaucoup plus durables. Puis je ne suis pas en train de dire qu'on va passer avec des ports complètement au pâturage à longueur d'année. L'idée est davantage d'offrir aux ports une vie qui va ressembler le plus possible à ce qu'ils vivraient à l'extérieur. Donc moi, j'aime beaucoup dire d'amener l'extérieur à l'intérieur de nos bâtiments. Donc c'est un peu vers ça qu'on doit tendre. Puis par naturalité, ça ne veut pas nécessairement dire juste d'offrir de l'exercice, par exemple, autrui. Ma collègue Hélène Sinden de l'Université de la Saskatchewan a fourni 10 minutes d'exercice par semaine à l'étui pour se rendre compte que finalement, ça ne fait pas nécessairement avancer les performances, puis ça a même un très gros désavantage économique. Donc, à son sens à elle, les truies en groupe notamment devraient devenir un des modèles à suivre. Donc, la transition est amorcée, mais les truies en groupe, par exemple, ce n'est pas juste ça non plus. Les porcs sont des animaux qui sont excessivement sociaux, curieux et qui aiment explorer. Donc, très important, comme on le voit dans l'encadré à droite, donc de leur offrir plusieurs options d'enrichissement pour qu'ils puissent exprimer leur comportement naturel, que ce soit le fouissement, l'exploration, la marche, etc. Donc, ça m'a amené à me questionner justement sur les comportements naturels des porcs, surtout lorsqu'ils sont soumis, toujours ayant en tête le concept de naturalité, à un environnement qui est semi-naturel, donc dans des environnements où ils ont autant accès à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, on va regarder un peu ce que ça donne au niveau des différents points que l'on voit à l'écran. Donc, on vient de le dire, puis je vous apprendrai certainement pas nécessairement grand-chose, mais c'est important de faire le point là-dessus parce que ça va dicter un peu la suite de ma présentation. Donc, on le dit, les porcs, c'est des animaux qui aiment être en groupe, qui sont sociaux, qui ont besoin d'espace, donc pour limiter les agressions. Puis, lorsqu'ils ont accès à l'extérieur, mais ça va améliorer aussi leur comportement ludique, donc vont jouer davantage. Au niveau des aires de repos, donc les porcs vont aussi, lorsqu'ils ont le choix, aller davantage à l'extérieur durant le jour, en petits groupes, se coucher, puis vont rentrer à l'intérieur la nuit pour pouvoir notamment se protéger de façon naturelle des prédateurs. Ils vont aussi apprécier avoir accès à des infrastructures comme des cloisons pour se protéger soit des intempéries ou soit des agressions. Puis ils vont aussi préférer avoir accès, dans le fond, à une surface qui est beaucoup plus souple et confortable, comme quelque chose qui se rapprochait du sol naturel. Au niveau de l'exploration, on vient de le dire, ça fait partie des comportements naturels des animaux, puis ils vont passer une très grande partie de leur temps là, à fouiner, à brouter, à marcher, à explorer. Donc, il faut évidemment leur fournir de l'enrichissement, que ce soit de la paille, des fourrages, etc., donc différentes matières organiques, entre autres. Au niveau des déjections, donc les porcs vont évacuer en fait le plus loin possible de la zone de couchage. Donc si on considère que c'est la zone commune à l'intérieur qui est cette zone de couchage-là, donc ils vont aller le plus loin, donc ils vont aller dehors, puis ils vont le faire le plus loin de l'entrée. Donc très important d'avoir ça en tête au niveau de la conception des bâtiments fusures. Puis finalement, au niveau de la thermorégulation, donc contrairement à nous, si on a chaud ou qu'on a froid, on peut enlever ou remettre un gilet supplémentaire. Les porcs n'ont pas cette chance-là. Donc, il faut leur fournir des occasions de pouvoir s'autoréguler au niveau thermique, donc soit en fournissant différentes surfaces, du béton pour se refroidir l'été ou différentes matières comme de la paille pour pouvoir se réchauffer et différentes infrastructures comme des cloisons pour se protéger des intempéries, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent eux-mêmes choisir l'environnement dans lequel ils vont se sentir confortables. Puis, il y a des chercheurs allemands qui ont pu résumer tous ces éléments-là en un concept que l'on voit à l'écran. Donc, c'est un peu de diviser notre bâtiment entre une partie intérieure et une partie extérieure qui va être à demi couverte. Donc, la partie intérieure va vraiment servir au niveau de la zone abritée pour ce qu'on parlait tout à l'heure au niveau de la nuit. On va avoir ensuite la partie couverte à l'extérieur. Donc, ils vont pouvoir exprimer leur comportement naturel davantage, donc socialiser, l'exploration et ainsi de suite, le jeu. On va aussi avoir différents enrichissements pour leur permettre ça. On va avoir différentes surfaces. Donc, ici, au niveau de la zone d'élimination, on va avoir une surface qui est plus organique et qui va être gérée sous forme solide. Donc, on a différents éléments là, qui nous amènent à intégrer ce qu'on vient de voir. Donc, ça, c'est un peu pour un concept d'enveloppe, à quoi ça pourrait éventuellement ressembler en 2050. Puis, ce qu'on voit, il y a d'autres éléments aussi à prendre en compte. On voit ici le mot « cool » à l'intérieur de cette zone-là.
faut pas oublier qu'on est dans un contexte de réchauffement climatique, donc l'adaptation va devenir aussi super importante. On va devenir super importante. On sait que nos porcs n'ont pas de glande sudoripare, donc l'un des moyens les plus efficaces pour les refroidir, ça reste le refroidissement à l'eau. Donc, il va falloir intégrer certaines techniques en lien avec ça. On y reviendra un peu plus tard dans la présentation. Également, le fait d'avoir un environnement qui est plus naturel, donc on offre aussi plus d'espace aux porcs, engendre un coût environnemental. Donc, on le sait, par exemple, que la production biologique génère généralement plus d'émissions d'ammoniac ou de gaz à effet de serre. Donc, l'idée, pour contrer ça, c'est d'aller utiliser souvent des planchers qui vont permettre une élimination plus rapide des déjections ou même éventuellement une séparation. Puis, dernier élément à tenir compte en guise d'introduction, c'est le fait que l'élevage intensif a souvent le problème de limiter un peu la biodiversité. Donc, on a souvent en termes, notamment d'épandage de lisier, à utiliser lisier brut, puis de l'épandre à des moments très stratégiques, avec tous les impacts environnementaux auxquels on peut les associer. Donc, il y a probablement mieux utiliser différemment ces matières-là, ces différentes fractions, pour justement valoriser mieux ces ressources-là, puis protéger nos écosystèmes. Donc, en ayant un peu tout ça ensemble, ça fait un peu le survol de ce qu'on voit pour introduire un peu justement ce que pourrait ressembler l'Éden porcin de demain ou le paradis du porc en 2050. Donc, ça, on a une petite représentation qui fait un peu le lien avec les points et les éléments clés dont je parlais. Donc, j'en ai grandement parlé au niveau de la naturalité. Donc, on veut une porcherie qui est plus naturelle, donc peut-être même avec un accès à l'extérieur, peut-être même de la végétation, une surface qui est beaucoup plus proche de celle du sol. On veut un milieu qui est plus sain, donc avec une meilleure qualité de l'air. Évidemment, avec l'extérieur, ça aide grandement. Il y a probablement d'autres façons aussi au niveau de la douche pour refroidir les porcs par temps de canicule. On veut un milieu qui soit plus réutilisateur, donc on veut entrer justement, Mme Bailey parlait d'économie circulaire, donc entrer dans cette vision-là, donc de générer peut-être d'autres coproduits qui vont donner de la valeur ajoutée à notre production. Différents systèmes de traitement des fumiers qui vont nous permettre de nous rapprocher d'une certaine carboneutralité. Et ultimement, comme on a des fermes qui sont de plus en plus grosses, avec des problèmes de main-d'œuvre, ultimement, la technologie va venir aussi à la rescousse, donc d'avoir des porcheries qui vont être plus intelligentes. Donc, ça adresse un peu les différents points que je vais aborder pour la suite. On va prendre une gorgée. Donc, porcher plus naturel, comment ça se traduit à l'intérieur? Évidemment, on le dit, un des éléments les plus importants, c'est le groupe, c'est l'espace au niveau du concept de naturalité. Donc, la transition pour les truies en groupe en gestation est amorcée. On voit dans la littérature qu'il y a peu ou pas d'effet sur les productions, les performances plutôt. Gros problème, c'est sûr qu'il y a eu généralement plus de blessures, puis aussi une compétition qui est plus importante lors du regroupement puis de l'alimentation. D'où l'importance d'offrir assez d'espace, puis souvent des cloisons pour permettre aux truies de pouvoir s'échapper. Puis en termes de système, donc vous les connaissez, il y a eu plusieurs présentations de la part du CDPQ là-dessus. Mais généralement, justement, pour prévenir la compétition, on prévoit dans l'avenir que les systèmes sans compétition alimentaire vont prendre le dessus. Puis, dans un avenir aussi où on a une production qui est plus intelligente, généralement, tout ce qui entraîne une alimentation individualisée, donc des soins personnalisés, va aussi prendre le dessus. Donc, ce qu'on peut voir comme les DAC autobloquants, qu'on voit la porcherie de recherche du CDPQ, justement, donc risque de gagner en importance et en popularité dans les prochaines années. En termes d'espace au niveau de la gestation, donc ce qui est recommandé dans le code de pratique semble très bien adapté. Il y a eu des recherches qui ont tenté de regarder plus d'espace, puis au final, ça n'a pas vraiment d'impact sur les performances, simplement sur le confort. Donc, ça reste un choix du producteur d'en donner ou plus, puis de se rapprocher peut-être des normes biologiques s'il le désire. Donc ça, c'était pour la gestation. Si on passe maintenant à la lactation, donc dans un concept de naturalité, évidemment, plus d'espace pour celle-ci. Donc éventuellement, ça voudrait dire d'éliminer quelque peu la contention pour l'amener la truie à exprimer des comportements naturels comme plus d'activité, plus de mouvement, mais aussi le comportement de nidification ou l'inspection de la portée en cours de route. Donc à long terme, ces systèmes-là devraient
prendre de l'ampleur. Néanmoins, il y a une problématique évidemment d'écrasement des porcelets, puis c'est pour ça qu'il y a plusieurs projets de recherche, notamment en Europe, qui se font pour essayer de trouver des designs qui permettent de minimiser les écrasements. Puis les systèmes sont généralement regroupés là, en deux grandes catégories, donc des cages où on a une contention temporaire, donc les truies sont maintenus dans la cage là, pendant la mise bas, puis quelques jours après, où on peut aussi avoir des truies qui sont complètement libres là, en permanence. Donc, beaucoup de recherches à ce niveau-là. Donc, ça devrait éventuellement s'en venir ici. C'est déjà le cas avec la porcherie, la maternité de recherche du CDPQ qui ont installé, je pense, une dizaine de cages de ce type-là. Mais en termes d'espace, ce que la littérature nous dit, c'est d'offrir au moins 5 mètres carrés pour limiter les écrasements. Puis ça peut aller là, dans les systèmes qu'on vient de voir de 5,5 à 7. Puis au CDPQ, donc on va même jusqu'à près de 7,8 mètres carrés. Donc c'est une première étape, mais le gros problème de ces cages-là à plus long terme, donc à très très long terme, c'est que ça reste des cages. Donc on risque de se retrouver avec le même problème que l'on voit avec les cages enrichies dans le domaine des poules pondeuses. Donc oui, on permet d'exprimer davantage les comportements naturels, mais pour un consommateur, ça reste une cage, donc ça peut éventuellement poser problème. Donc à plus long terme, peut-être même qu'on va en venir, un peu comme à la gestation, une fois que la transition va être faite, de regarder du côté des truies en lactation de groupe. Donc il y a de la recherche qui se fait là-dessus en Europe avec certains avantages, notamment évidemment au niveau des comportements naturels, mais aussi au niveau de l'adaptation post-sevrage des porcelets, qui généralement sont plus résilients aussi par la suite. Évidemment, il y a encore des problèmes au niveau de l'écrasement, au niveau peut-être de la cessation des soins de la part des truies, au niveau de la portée de façon plus précoce. Donc, il y a encore des problèmes à régler, mais à plus très long terme, c'est le genre de choses qui risquent aussi d'entrer ici. Les options de groupe, donc je vous donne un peu une idée. Donc, encore une fois, il y a différents systèmes qui sont testés. Donc, des systèmes où simplement les truies peuvent se déplacer dans la zone commune, d'autres où les portées peuvent se déplacer. Mais généralement, la moyenne de la surface offerte là, est environ de 8 mètres carrés. Donc, ça donne un peu une idée à quoi ça pourrait ressembler. Donc, offrir de l'espace est aussi assez reconnu pour engendrer des bienfaits au niveau de l'engraissement, le porc en croissance-engraissement. Donc, évidemment, moins d'agression, plus de repos, etc. Donc, lorsqu'on regarde le code de pratique avec le fameux cas à 0.0335, donc on prévoit, par exemple, un 8,3 pieds là, pour les porcs en croissance, mais de plus en plus en Europe, ils tendent à aller là, vers du presque 12 pieds carrés par porc. Donc, éventuellement, dans les les futures versions du code, on s'entend à ce que possiblement, ça aille en augmentant. Donc, il faut s'y préparer. Possiblement que la densité risque de diminuer dans les prochaines années. Un autre des points importants de la naturalité, c'est évidemment l'accès extérieur. Puis la littérature renferme plusieurs données sur les bienfaits que cela apporte, autant au niveau des comportements naturels que de l'activité, de la baisse d'agression, du bien-être, et même dans certains cas, ce n'est pas toujours le cas, mais une amélioration des performances. Donc, c'est quelque chose qui risque éventuellement d'arriver. Puis on le voit notamment au niveau de la vache laitière avec le nouveau code où maintenant les périodes d'exercice vont devenir obligatoires. Donc, il faut s'attendre peut-être éventuellement à avoir la même chose dans le porc et dans d'autres productions. Donc, lorsqu'on regarde les options disponibles à travers l'Occident, donc lorsqu'on regarde en Europe, on peut avoir dans certains pays des réglementations au niveau du pâturage. Donc, si on est dans les pays plus nordiques comme la Suède, le pâturage va peut être obligatoire pendant l'été. Alors que dans les pays plus au sud, comme l'Espagne, le pâturage peut être ouvert à l'année. Dans certaines réglementations européennes, ils vont obliger aussi les truies à la lactation d'aller dehors. Donc, on va avoir certains systèmes avec des genres de huttes, comme on voit ici. Il y a eu un projet là-dessus, justement, à Lennoxville, à Agriculture Canada. On peut aussi, comme le schéma que je l'ai présenté, des chercheurs allemands. Donc, eux, c'était un accès extérieur sur zone bétonnée avec air paillé. Donc, c'est un peu un système qui est aussi très en vogue là, du côté de l'Europe. Au niveau des États-Unis, les systèmes de dômes sur litières accumulées sont aussi populaires. Puis, au Québec, dans le domaine laitier, on s'est interrogé un peu sur la façon de faire. On sait que le système conventionnel, notamment au niveau des enclos d'hivernage, au niveau des vaches veaux, de la poisson de boucherie, ne permet pas de respecter la réglementation environnementale ERA à toutes les années. Donc, on a essayé de trouver des alternatives. Puis, ce sur quoi on travaille dans le laboratoire, c'est beaucoup
le concept de terrasse surélevée. Vous allez voir des images un peu plus claires ici de ce qu'on teste justement sur le site du Cresade. Donc, c'est vraiment un site qui va être imperméabilisé. Donc, on va avoir une géomembrane au fond, du gravier, des drains pour être capable de drainer justement les lixivia. Puis, on va pouvoir ajouter un matériel filtrant par là-dessus qui va être organique. On a testé différentes matières. Puis, dans certains cas, on obtient des très bons résultats au niveau de la rétention puis de la filtration de l'eau. Donc, de l'eau, des événements qui sont très peu nombreux. Puis, cette eau-là peut éventuellement soit être envoyée directement à la fosse ou utilisée comme eau de lavage, entre autres. Donc, concept qui pourrait être éventuellement adapté là, pour le porc ou d'autres productions. Puis, ce qu'on voit au niveau de la recherche en Europe, vers où ça s'en va au niveau des aires d'exercice extérieur, mais c'est de l'obliger ou en fait de le donner un peu en exemple pour tout ce qui est là, des porcs de plus de 30 kg, donc l'engraissement et les truies en gestation et en maternité. Donc, on n'est pas encore rendu là, mais si ça commence à venir en Europe, bien, éventuellement, une vingtaine d'années plus tard, ça va s'en venir ici aussi. Donc, on voyait peut-être sur le petit schéma tout à l'heure que ça semblait un peu utopique d'avoir accès à une lumière naturelle. Bien, c'est un autre des éléments qui peut être important dans un concept de naturalité. Donc, si la lumière du jour est bonne pour nous, bien, elle peut être bonne aussi pour les animaux. Donc, il y a des chercheurs qui se sont mis un peu à tester ça. Donc, un peu comme on voit un peu en arrière-plan, donc c'est vraiment d'avoir des sites d'élevage qui sont avec des toits solaires ou des toits transparents, donc qui permettent justement d'entrer de la lumière naturelle. Puis le problème avec ça, bien, c'est sûr que ça cause un certain effet de serre en été. Donc pour contrer ça, on va même ajouter de la végétation. Donc vous voyez un peu des arbres à même le bâtiment, un peu comme on voyait autrefois là, dans les centres d'achat, il y avait des arbres. Donc c'est un peu le même principe. Donc ces arbres-là viennent ajouter de l'ombre pour les animaux, refroidissent par évapotranspiration. Donc vont générer là, des conditions, comme on le voit dans l'encadré jaune, qui vont être très similaires à des bâtiments isolés conventionnels, donc au niveau des conditions d'ambiance. Puis j'ai des étudiants en fin de bac dans leur projet qui ont essayé de déterminer les différences entre une étape conventionnelle et une serre-étable. Donc évidemment, la serre-étable est une étape froide, donc la température est plus basse, sauf qu'on a à peu près 3-4 fois plus de luminosité à l'intérieur. Donc, gros avantage au niveau de ça. Puis ce qu'on a remarqué, c'est qu'on avait aussi une petite amélioration au niveau de la qualité de l'air, notamment une baisse de la concentration d'ammoniac, qui venait possiblement du fait que les rayons vont aussi avoir pour avantage de sécher la litière. Donc, on améliore aussi la qualité de l'air à l'intérieur. Donc, à plus long terme, est-ce que ce genre de concept-là pourrait aussi s'établir dans un concept de naturalité? Porcherie plus confortable, j'en ai dit plusieurs reprises, donc des surfaces qui se rapprochent le plus de ce qu'on voit au niveau du sol. Donc, ça a des avantages au niveau du bien-être. Tout ce qui est plancher de béton plein ou latté avec ou sans litière, bien, il y a des problèmes au niveau des blessures. Donc, on voit ici un tableau au niveau d'un projet européen au niveau de l'incidence sur les porcelets. Donc, on est presque à zéro au niveau de l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, là, sont quand même assez importantes. Évidemment, dans les systèmes avec de la litière, bien, la litière vient aussi ajouter une problématique souvent au niveau de la qualité de l'air, donc c'est peut-être pas vers ça qu'on veut aller. Puis du sol à l'intérieur, c'est peut-être pas la meilleure option. C'est pourquoi, bien, en Europe, de plus en plus, ils essaient de développer des planchers artificiels ou synthétiques qui vont essayer d'imiter le pâturage. Donc, on voit ici des High Welfare Pasture Floor concept là, qui vient des Pays-Bas. Donc, on va avoir différentes couches qui vont avoir différentes fonctions. La première, c'est d'être perméable à l'urine. Donc, elle va laisser passer l'urine et laisser les fesses à la surface qui vont être récoltées ensuite avec un robot. Puis, on va avoir une seconde couche de matelas qui va assurer la résistance et le confort pour les animaux d'élevage. Puis, on a ensuite différentes couches qui vont servir justement au drainage de l'urine, puis d'être capable de la récupérer et de l'envoyer directement à la fosse. Donc, ce faisant, on améliore aussi grandement la qualité de l'air à l'intérieur, comme on effectue cette séparation-là. Puis, on voit que ça a été testé majoritairement pour les ruminants, mais possiblement là, que c'est adaptable aussi là, pour d'autres types de production. Donc, l'amélioration de la qualité de l'air passe aussi par une porcherie qui risque d'être plus saine. Puis donc, on parle évidemment de ventilation. Puis ce qu'on voit beaucoup, c'est tout ce qui est en lien avec les ventilations centralisées, que ce soit en Europe ou en Chine. Tout passe un peu par là, parce que l'avantage de ce système-là, que ce soit en ventilation positive, à pression positive ou à pression négative, bien, ça nous permet d'avoir soit une entrée ou une sortie unique pour être capable de traiter l'air.
et même de la conditionner. Donc, comme on voit ici sur l'exemple français, on a de l'air froid qui rentre, qui passe sous le bâtiment, se réchauffe avant d'entrer dans les salles d'élevage. Nous, on a l'inverse, donc chinois, où on a, dans le cadre de cette présentation-là, au port chaud, donc on avait de l'air dans cette région-là qui rentrait à 40 degrés, qui passait sous le bâtiment pour se refroidir, rentrait ensuite à travers des panneaux d'évaporation pour se refroidir, puis finalement finissait à 26 degrés à l'intérieur. C'est encore chaud, mais c'est quand même moins pire que 40, donc ça a un peu cet avantage-là de pouvoir conditionner, puis éventuellement même de traiter l'air. Puis c'est justement ce principe-là, ce système-là qui a été mis en place à la porcherie justement du CDPQ, la nouvelle maternité, donc avec un couloir central et des entrées d'air qui sont jumelées à des filtres, donc pour prévenir les maladies à l'intérieur. Puis on a aussi là, les cool cells qui travaillent un peu là pour refroidir lors des périodes de canicule. Donc on a vraiment ici des entrées uniques qui vont fonctionner en pression positive pour être capable justement de traiter et conditionner l'air à l'entrée. Ces systèmes-là de traitement peuvent être aussi appliqués à la sortie pour améliorer la cohabitation en milieu rural. L'IRDA a travaillé longuement là-dessus avec notamment le Prairie Swine Center en Saskatchewan. Donc pour justement essayer d'éliminer, même à l'échelle commerciale, dans ce genre de gros containers-là, pour éliminer l'ammoniac, les poussières et les odeurs. Donc différents systèmes de traitement qui peuvent être jumelés justement avec la ventilation centralisée pour améliorer la cohabitation en milieu rural. Puis on a vu justement avec la maternité du CDPQ, les cool cells, donc qui fonctionnent un peu comme des panneaux d'évaporation, donc que moi j'avais vu lors d'une visite là, aux États-Unis. Donc on voit vraiment au niveau des entrées d'air, donc des genres de tapis sur lesquels on va faire, avec l'aide de pompe, circuler de l'eau. Donc l'air chaud qui entre va passer au travers de l'eau. L'eau, pour s'évaporer, va aller chercher l'énergie, la chaleur dans l'air. Donc l'air va se refroidir. On va par contre augmenter l'humidité. Mais ça permet justement d'aller chercher là, des fois des baisses quand même de 5-6 degrés avec ce genre de système-là. Il y a d'autres systèmes de refroidissement qui doivent aussi être mis en œuvre là, dans le futur. Pour ceux qui ont des entrées d'air qui rentrent par l'entretoit, mais n'hésitez pas à les isoler. On voit très bien ici qu'on peut avoir une différence là, de 5 degrés entre une aire qui est avec un entretoit isolé versus un entretoit qui n'est pas isolé, où on a le soleil qui frappe sur la couverture. Donc, c'est une des bonnes pratiques à mettre en place. L'ajustement des entrées d'air aussi, là, si on a des modulaires, on veut s'assurer qu'en été, nos courants d'air frais viennent directement sur nos animaux. Donc, bonne pratique à avoir mis en place. Puis si ça, ce n'est pas suffisant, là, on passe au système plus refroidissant. Donc, dans un premier temps, on travaille avec l'air, donc des ventilateurs de circulation. L'idée, c'est d'aller chercher des vitesses d'1 à 2 mètres secondes là, au niveau des animaux d'élevage pour être capable de les refroidir au niveau du refroidissement éolien. Donc, on voit ici que ça a quand même un impact assez important lorsqu'on arrive à des températures chaudes. Puis, si l'air seul ne marche pas, là, on passe à ce qu'on vous parlait tout à l'heure, le refroidissement au niveau de l'eau. Donc, encore une fois, les données qui viennent de mon collègue Francis Pouliot. Donc, 2 systèmes, brumisation, aspersion ou goutte à goutte au niveau des maternités. Donc, brumisation, on envoie de fines gouttelettes d'eau dans l'air qui, pour s'évaporer avant de toucher le sol, vont encore une fois aller chercher la chaleur de l'air. Donc, on va rafraîchir le bâtiment. L'aspersion, un peu différent. Donc, là, on mouille vraiment les pores pour aller chercher, justement, en s'évaporant, refroidir l'animal directement. Donc, ces systèmes-là vont devenir en vogue de plus en plus dans le futur pour s'adapter au changement climatique. Puis, on voit justement qu'en utilisant une combinaison de ventilation, de recirculation avec ces systèmes-là, on est capable d'aller chercher, de maintenir un peu les performances, même en été, contrairement à ce qu'on voit sans. Donc, ces systèmes-là utilisent beaucoup d'eau. Donc, l'idée, c'est qu'ultimement, la porcherie soit réutilisatrice, soit au niveau de l'eau, soit au niveau des fumiers. Et donc, on va vouloir le plus possible appliquer les principes de l'agroécologie ou de l'agriculture génératrice. Donc, plusieurs éléments qui ressortent là-dedans, notamment celui où on n'aura éventuellement pas le choix de mettre en place des systèmes de traitement du fumier pour valoriser le plus possible ses fractions. Donc, on va aussi devoir travailler avec des systèmes mixtes, donc intérieur-extérieur, donc possiblement 2 types de gestion. Parce que l'optimum, dans le but d'optimiser justement les nutriments, carbone, azote, phosphore, donc pour les mettre aux bonnes places au bon moment. Donc, on travaille beaucoup aussi en fonction
des règles de bonne pratique, donc travail minimum du sol, donc tout ce qui est au niveau de l'agro-environnement. Donc, il y a beaucoup de nouveaux programmes qui sont en lien avec ça pour les producteurs. Donc, ça fait partie un peu de l'avenir. Puis, ultimement, pour valoriser le plus possible les fumiers de la bonne façon, bien, on va devoir travailler souvent avec d'autres productions, soit des productions végétales, de l'aquaculture, même des fermes d'insectes pour être capable de valoriser au maximum et donner le plus de valeur ajoutée à nos fumiers. Puis pour ces chercheurs suédois-là, on voit un peu ce que ça peut représenter. Donc, c'est que les déchets d'une production deviennent les matières premières de l'autre. Donc, on rentre vraiment dans l'économie circulaire. Donc, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est un peu l'objectif ici à mettre en œuvre. Donc, au niveau des fumiers, ce qu'on peut faire concrètement au niveau de la pratique, bien, racler le plus fréquemment possible, donc pour garder l'ammoniac, pas l'ammoniac, mais l'azote dans le fumier, limiter les émissions d'ammoniac. Donc, généralement, le raclage, c'est 1 à 6 fois par jour, donc le plus possible soit toujours le mieux. Ensuite, comme on l'a vu au niveau des planchers artificiels tantôt, la séparation va devenir primordiale pour justement améliorer la qualité de l'air et garder l'azote au niveau du fumier. Donc, il y a des travaux de mon collègue Stéphane Godbout de l'RDA dans les dernières années qui ont beaucoup travaillé justement sur la séparation sous les lattes. Donc, si on ne le fait pas au niveau des planchers artificiels, on peut le faire directement avec une gratte en V. Donc, on voit des baisses significatives au niveau de l'ammoniac, puis même du H2S. Donc, si on garde plus d'ammoniac, bien, c'est moins de fertilisant plus tard à acheter. Puis, si on n'est pas capable de le faire directement au bâtiment, bien, avant d'entreposer les fumiers, bien, on peut le faire avec différents équipements mécaniques. Donc, dans les dernières années, on testait beaucoup de séparateurs, centrifuges, à vis, à rouleau, pour générer là, justement une fraction liquide qui va être de l'ordre du 5 % de matière sèche. Puis, on va avoir une fraction solide qui peut aller de 20 à 30-40 % de matière sèche. Puis, qu'on va pouvoir traiter ces deux fractions-là utilement pour les valoriser à différentes façons. Puis je ne m'attarderai pas tellement sur les traitements aérobie. Il y aura aussi une conférence là-dessus de mon collègue Patrick Brassard cet après-midi. Mais tout simplement pour dire que ces fractions liquides solides-là, on peut aussi, tout dépendant de la valorisation qu'on va faire, si on a à les entreposer longtemps, si on veut éviter les problèmes de cohabitation, bien, on peut les traiter pour soit les désodoriser ou augmenter leur valeur ajoutée. Donc, que ce soit par bioséchage, par exemple, donc on veut abaisser l'humidité du produit solide pour pouvoir éventuellement peut-être le granuler, puis le vendre sous forme d'engrais biocombustibles, ou même à des entreprises pharmaceutiques ou autres pour entrer dans la production de biomatériaux. Donc, il y a beaucoup de recherches qui se fait à ce niveau-là, donc d'utiliser justement le carbone à l'intérieur du fumier. Puis sinon, bien, il y a toujours moyen de le faire plus conventionnellement avec un site de compostage, donc pour accroître la valeur organique de ce produit-là, puis utilement séquestrer du carbone. Donc, ça peut se faire là, via des cuves rotatives ou éventuellement même là, des andins retournés directement au champ. Puis au-delà de ça, comme je le disais tout à l'heure, on peut utiliser d'autres types de fermes. Donc, les fermes au niveau des insectes sont en évolution. On a des fermes, par exemple, avec des mouches soldats noirs, puis il s'avère que le fumier de porc, c'est leur aliment préféré. Donc, il y a probablement une synergie à faire à ce niveau-là. Puis on a ici un exemple d'économie circulaire où justement on pourrait fournir la fraction solide de lisier de porc à ces soldats de mouches noires-là, produire des farines, des protéines animales avec ça, donc ils vont entrer dans l'alimentation, puis ultimement réutiliser la frasse qui est le déchet de ces industries-là pour amendement. Donc il y a sûrement des synergies justement à aller faire avec d'autres types d'industries, puis ça va devenir de plus en plus en vogue là, dans les prochaines années, certainement. Sinon, au niveau de l'entreposage même, une bonne pratique, c'est la couverture de fosses. La Fédération a fait différentes statistiques, puis ont révélé, dans le fond, au niveau des volumes de lisier, on parle de diminution de 15 à 30 %, à peu près la même chose pour l'ammoniac, puis une diminution presque totale au niveau des odeurs. Évidemment, ces couvertures de fosses-là ont un coût. Puis, malheureusement, j'ai des données juste pour le laitier, parce qu'on a fait un projet sur le sujet il y a environ 2 ans. Donc, on voulait justement s'intéresser à c'est quoi l'impact économique de cette fosse-là. Puis, lorsqu'on prend ou on modélise l'entièreté d'une ferme laitière, donc vous voyez un peu l'exemple du modèle qu'on a utilisé. Donc, on regarde tous les intrants, tous les extrants, puis on regarde différents types d'animaux, différents types de fumiers, différents champs avec des rotations de culture différentes et différents aliments produits. Puis, quand on optimise le plus possible ces affaires-là, bien, on se rend compte qu'au niveau économique, bien, on réduit, même en ajoutant
l'achat et l'installation de la couverture de fosse, on réduit les dépenses. Parce que la baisse de volume va venir nous économiser du carburant lors de l'épandage, puis la baisse de perte ammoniacale au niveau de la fosse va venir réduire nos achats d'engrais, de fertilisants azotés. Et donc, ultimement, on va se retrouver avec une économie d'1 sou par kilogramme de lait, mais c'était pour des fermes qui produisent à peu près 1 million. Donc, on parle de 10 000 $ d'économie, même en ayant ajouté la couverture de fosse. Donc, au niveau économique, c'est quasiment plus payant de la mettre que de ne pas l'avoir. Puis lorsqu'on parle justement de garder l'azote à l'intérieur, lorsqu'on fait le bilan environnemental de nos différentes fermes, donc on avait des modèles en Montérégie puis au Bas-Saint-Laurent, avec et sans couverture, on voit qu'au niveau de de l'importation d'azote ici, on est à peu près 1,6 g par kilo de lait de moins. Donc on a beaucoup moins d'azote à aller acheter à l'extérieur de la ferme. On parle de près 6 tonnes par année, donc ça vient engendrer des baisses au niveau des dépenses et donc une rémunération là, qui devient un bénéfice net qui devient plus important d'1 sou par kilo. Puis ici, on va aller plus loin que la couverture de fosse, donc on veut vraiment étancher le tout. Donc on peut passer évidemment à penser à produire du biogaz, donc par biométhanisation. Donc évidemment, les projets comme Agri-Warwick que j'ai visité la semaine dernière, donc les projets coopératifs pourraient éventuellement venir en vote, donc encore une fois dans un système d'économie circulaire, donc justement pour produire du biogaz, soit pour être utilisé peut-être à la ferme pour le chauffage ou éventuellement servir à la communauté. Et tous ces systèmes de traitement du fumier-là vont nous servir aussi ultimement à essayer de tendre vers une certaine carboneutralité. Donc, il y a les producteurs de lait du Canada qui ont annoncé leur objectif de la carboneutralité d'ici 2050. Donc, il y a d'autres productions qui risquent d'emboîter le pas. Donc, évidemment, ces systèmes-là ont un impact sur les gaz à effet de serre. Puis, dans le cadre du même projet sur la production laitière, bien, on a remarqué qu'au niveau des modèles, selon les systèmes, que ce soit la séparation, le compostage ou la digestion anaérobie, bien, pouvait amener des réductions là, de l'ordre de 4 à 25 %. Puis j'espère que mon collègue Patrick va avoir des résultats pour le domaine du sport à vous présenter lors de sa conférence cet après-midi. Mais ça donne un peu une idée de l'ampleur de ce que ça peut donner comme réduction avec ces systèmes-là. Autrement que le traitement du fumier, il y a d'autres technologies qui existent pour sauver de l'énergie, sauver des coûts au niveau de l'énergie. Donc, on pense notamment là, aux murs solaires, aux panneaux solaires qui vont venir réchauffer l'air à l'entrée, qui vont nous permettre de sauver sur le propane qu'on peut utiliser là, pour les gaz. Donc, il y avait mon collègue Stéphane Godbout qui a travaillé sur une pouponnière en 2004. Donc, pendant 4 mois d'hiver, a établi que la diminution des coûts était à peu près de 30 %. Puis, on a ici un engraissement au Minnesota qui a en fait installé des panneaux solaires directement sur le toit pour se rendre compte qu'à part les mois critiques de l'hiver, il est en mesure là, de combler ses propres besoins en électricité grâce à ça. Donc, c'est le genre de technologies qu'on risque de voir de plus en plus dans les prochaines années. Autrement, d'autres systèmes pour justement sauver sur les coûts de chauffage, donc en préchauffant l'air à l'entrée, soit via un système d'aérogéothermie, donc nos collègues du CDPQ qui ont travaillé là-dessus, mais ça est aussi fait par d'autres chercheurs dans d'autres pays. Donc là, j'ai oublié d'avancer. Donc là, évidemment, c'était très visuel, il y avait des graphiques. Donc, toutes ces données-là, généralement, vont être intégrées dans des outils de visualisation qui permettent aux producteurs de bien voir tous ces paramètres-là, puis de les superposer, de voir, bon, ben ma courbe de croissance, ouais. Oh. Génial. C'est juste que c'est... Good. Donc, voici la petite image de vache connectée dont je parlais, avec le diagramme des différents éléments dont je viens de vous présenter. Donc, le micro-environnement qui agit sur l'animal, sur les réponses physiologiques et comportementales. Avec l'acquisition de données, on développe des modèles mathématiques, puis on a finalement notre contrôleur intelligent qui vient, au final, réajuster nos systèmes de conditions. Donc, vous voyez un peu les exemples quand je parlais de la température corporelle, l'estimation du poids, le stress thermique, l'accéléromètre, puis le fameux modèle
qu'on utilise pour déterminer si l'animal est en situation de stress thermique ou non, avec le contrôle intelligent. Donc, ça nous amène justement à voir en 4 graphiques la plupart de ces données-là sur un même. Puis l'idée, c'est justement de voir s'il y a une déviation au niveau de la courbe de croissance, est-ce que c'est en raison de la température, est-ce qu'il y a aussi des changements au niveau de l'alimentation, etc. Puis, le but justement avec ce système-là, c'est de détecter ces déviations-là. Donc, si on a par exemple une caméra qui permet de déterminer un indice de distribution des animaux à l'intérieur de la bâtisse, donc il fait simplement le ratio des points blancs qui sont, je pense ici, des poulets versus la surface noire. Donc, évidemment, de façon, on s'attend à ce que cet indice-là augmente plus les animaux croissent. Puis quand il y a des baisses soudaines, avec toutes les données qu'on a mentionnées, on est capable de dire c'est lié à la lumière, à l'alimentation, à la ventilation. Donc, on est capable ensuite de prendre les ajustements rapidement. Puis, un des exemples que je donne souvent, on parlait d'économie tout à l'heure. On parlait d'économie tout à l'heure. Donc, on avait un exemple australien où ils ont comparé, il me semble, c'est petit des poignards d'engraissement, en ventilation naturelle, donc sur un même site d'élevage, qui avait à peu près les mêmes caractéristiques, donc il y a quelques différences. On est vraiment sur un même site d'élevage. Puis, ils se sont rendus compte qu'il y avait des données de performance qui étaient relativement distantes, donc différentes, donc au niveau du GMQ. Donc là, ils se sont mis à analyser un peu ce qui ne marchait pas. Puis, ce qu'on remarque, c'est que la température a descendu en bas de 12 degrés durant les 28 premiers jours d'élevage, pour 10 jours dans l'élevage B et un tiers de jour dans l'élevage A. Donc ici, il y a probablement un problème. Puis, quand ils se mettent à creuser en regardant les données au niveau des vitesses d'air, ils se sont rendus compte qu'au niveau de l'orientation, donc on avait un est-ouest, nord-sud, puis en fonction des vents dominants, on avait des courants d'air beaucoup plus importants dans l'élevage B qui ont entraîné un stress de froid sur les animaux. Puis c'est ce qui était expliqué un peu ici, qui a entraîné un retard de performance au départ qui n'a jamais pu être retrouvé à la fin. Donc, en installant un système où on est capable de mesurer toutes ces variables environnementales-là, on est en mesure de détecter ce problème-là bien avant. Puis, donc, on aurait là. Donc, ici, je pense que l'élevage B coûtait 25 plus cher à produire en bout de ligne. Donc, ça peut permettre justement d'échapper à ces petits problèmes-là. Donc, c'est vrai, je ne suis pas là-dessus. Donc, conclusion, faire un peu le tour de tout ce que je viens de dire pour récapituler un peu la porcherie du futur, à quoi ça va ressembler. Donc, j'ai parlé en début de présentation beaucoup de naturalité. Donc, on s'attend justement à éliminer la contention, fournir de l'enrichissement, un accès extérieur à plus long terme. On parle de surfaces plus souples, plus naturelles, qui vont même éventuellement être séparatrices, donc pour optimiser la valorisation de ces différentes factions. On peut même penser à utiliser les excédents de chaleur, le CO2. Donc, on parlait tout à l'heure d'économie circulaire avec d'autres productions. Je vais parler d'insectes, mais ça peut être aussi avec le milieu horticole, donc avec une serre directement sur le dessus, qui va réutiliser justement la chaleur, le CO2. L'utilisation d'un système centralisé de ventilation pour traiter, conditionner l'air, donc pour un meilleur bien-être des animaux, amélioration de la qualité de l'air et le développement ou le déploiement accéléré des technologies d'élevage de précision, toujours pour aider le producteur dans sa prédécision et améliorer le bien-être animal. On voit un peu les concepts ici énumérés, donc avec la variation du fumier différent. Donc, ça peut sembler utopique, mais cette image-là vient d'un concept réel du Danemark, donc une ferme qu'on a appelée Pig City au Danemark en 2014, donc qui reprend un peu les concepts dont je viens de vous parler. Donc, on a vraiment là, nos élevages en combinaison avec une serre ici de tomates. Donc, on voit une ventilation duct, donc ça, c'est vraiment la ventilation centralisée, donc pour essayer de conditionner l'air avant son entrée au niveau du port. On a ensuite le système de gratte en V pour venir séparer notre fumier, puis valoriser de différentes façons notre fumier. On voit ici, là, on a une unité de compostage, une unité de production de biogaz, donc ça vient en lien avec ce que je vous ai parlé. Avant l'entrée de l'air, pour récupérer le CO2 et la chaleur dans la serre, donc on a des filtres aussi pour justement éliminer certains gaz. Donc on reprend certains éléments dont je vous ai parlé également. En produisant de l'énergie au niveau de la ferme, donc on voit ici le bilan thermique, on se rend compte qu'il est positif. Donc toute l'énergie qui est produite à la ferme est récupérée sur la serre, donc il n'y a aucune énergie qui vient de l'extérieur. Donc la chaleur de la porcherie est suffisante pour la production horticole de tomates. On voit aussi qu'on a des toits au niveau de la récupération d'eau. Donc, on a un bilan d'eau aussi qui est beaucoup moins. Donc, on a une consommation de 48 000 m3. Puis, finalement, on en a besoin juste de 12 000 de l'extérieur. Donc, on divise par 4.
Et donc, tout l'ensemble de ce système-là aussi permet une réduction des CO2, même un refroidissement, vu que c'est négatif. Donc, il y a plusieurs points importants à tenir compte à l'intérieur de ça. Il manque peut-être juste une petite aire d'exercice en arrière, mais c'est à peu près ça. C'est sûr que ça a l'air loin, c'est au Danemark, mais il y a des chercheurs ici au Canada qui vont aussi amener le même genre de concept, en réutilisant justement les mêmes concepts. Donc, Vern Osborne, qui est quand même assez réputé plus dans le domaine laitier, mais à Guelph, donc, même genre de système de bâtiment d'élevage. Donc, on voit un biodôme, donc je m'attends à quelque chose un peu qui ressemble à une serre. On a un toit vert sur le dessus, on a une ventilation positive qui passe à travers un tube centralisé. On voit ici Organic Collection avec des nouveaux coproduits, donc la séparation évidemment. On a ici la biofiltration avec une autre partie qui est sous un toit avec des panneaux solaires, récupération de l'eau. On a aussi une partie horticole, donc un peu le même genre que ce qu'on voyait dans l'image précédente au niveau du Danemark. Donc, c'est un peu vers quoi, au niveau de la recherche, c'est un peu tous ces concepts-là qu'on veut essayer de tester, puis adapter, puis rendre le plus économique possible pour le futur, pour éventuellement que nos bâtiments soient le plus durables possible. Donc, je vous remercie de votre attention. Si vous voulez plus d'informations sur nos travaux, vous pouvez visiter évidemment notre site web. Puis, j'aimerais remercier tous les partenaires de Machère qui me permettent d'être ici devant vous. Et s'il reste du temps pour les questions, le jeune moi et moi-même seront disponibles pour... Donc, c'est une des dernières photos que j'ai sur la ferme familiale avec mon père vendre. Donc, beaucoup de nostalgie quand je l'ai mis.